Bonjour, donc aujourd'hui on est dans le premier module de la formation méditation et on va étudier les états méditatifs mais aussi les fonctions de la méditation. Donc en premier j'aimerais quand même introduire une notion qui me paraît importante, c'est vu que vous faites cette formation, vous savez que c'est méditation et yoga nidra. Quelle est la différence entre méditation et yoga nidra? La différence fondamentale c'est qu'un yoga nidra est une forme d'hypnose yogique, nidra le sommeil, et qui implique à ce que la personne soit allongée au sol, donc si le système nerveux va rester tranquille puisque n'ayant pas à agir, il va rester complètement inerte, et de là l'instructeur ou la personne elle-même peut se réciter les instructions, donc les notions des 8 étapes du yoga nidra pour passer à travers une hypnose lente et certaine en direction de son inconscient. Lorsque le professeur donne un yoga nidra, son intention est d'inclure à l'intérieur chez l'élève des images, des archétypes qui puissent faire ressortir des idées, des notions qui sont liées à des émotions particulières et que celles-ci puissent remonter. Et vu qu'on est dans une situation dans laquelle on est allongé par terre, souvent le sommeil nous prend, nidra, et on peut rentrer en yoga, donc en union entre le soi, l'âme, le corps, le mental et ainsi de suite. Donc la particularité du yoga nidra, c'est une posture qui est allongée dans laquelle on est en lâcher-prise complet puisqu'on est en repos, symboliquement, à nouveau en shavasana comme un cadavre, dans laquelle il n'y a plus de notion d'intervention ni de notion de volonté ou d'action. Et de là, le professeur, l'enseignant ou la voix préenregistrée nous donne les informations que l'inconscient va saisir et libérer de la conscience, donc de l'ego qui sera encore présent en train de mettre des barrières et des filtres et peut-être des réactions, va libérer énormément de sensations qui ont été accumulées au cours de notre vie, liées aux images, liées aux archétypes, liées aux sons qu'on peut nous faire imaginer, qu'on peut faire remonter à notre surface. La grande différence avec la méditation maintenant, c'est que la méditation c'est un état éveillé, donc c'est plus un nidra, c'est plus un sommeil. L'autre différence c'est qu'elle ne peut pas se faire allongée, c'est pour ça que je voulais vous en parler pour ce premier module, parce que beaucoup de gens me disent est-ce que je peux méditer allongé vu que j'ai du mal à méditer assis? Non, le mieux s'il y a des problèmes au niveau du dos, au niveau des jambes, au niveau des genoux, c'est de le faire assis sur une chaise. La plupart des maîtres classiques en méditation, comme ceux qui m'ont, j'ai eu 2 maîtres de la même tradition mais différents sur à peu près 3 ans au Népal. Les 2 maîtres qui m'ont enseigné disaient souvent, en fait, si tu es assis, même si tu as des problèmes particuliers et que tu t'assois sur une chaise, tu ne devrais pas accoter ton dos sur le dossier de la chaise parce que là vient le repos du système nerveux. Donc la méditation, c'est déjà l'acceptation qu'on ne cherche pas à reposer son système nerveux. Je dis pas qu'il faut le fatiguer, je dis simplement qu'il faut pas lui enlever la capacité d'être en vigilance et d'être en maintien de conscience. Donc le maintien postural va amener le maintien de cette conscience. Et c'est pour ça que ça doit toujours se faire assis. Il n'y a pas de méditation allongée au sol. Ça n'existe pas, ce n'est pas faisable. Après 1 minute, 2 minutes, tout le monde s'endort. C'est un vrai dortoir, comme disait mon maître. Par contre, on peut méditer assis et dans certaines, même ashrams, je ne sais plus si c'est en Birmanie ou si c'est au Vietnam, je sais que certains moines méditent carrément 1 heure debout, parce que pour eux, debout, il y a encore plus de volonté de ne pas, comment je pourrais dire, s'endormir, de ne pas avoir un effet soporifique, d'être toujours dans cette conscience-là. Donc, la méditation implique à ce que lorsqu'on est assis, dans une posture assise qui maintient les creux naturels et les courbes naturelles de la colonne vertébrale, surtout dans le bas du dos, puisque dans le bas du dos, si c'est bien maintenu, il y a une conscience éveillée, si c'est avachi, si c'est relâché, arrondi, il y a une conscience qui s'estompe, de pouvoir accéder aux constructions de son mental, puisque la posture assise, dans le silence, permettra, premièrement, de maintenir la vigilance du système nerveux dans sa conscience, mais deuxièmement, en même temps d'être en repos, puisqu'on n'est pas en train de faire quoi que ce soit. Donc on est assis, on ferme les yeux et ainsi de suite. Et ceci, la plupart du temps, est très difficile pour certaines personnes, parce que la posture assise, les yeux fermés, sans rien dire, sans parler, sans regarder, sans se distraire de tout ce qui se passe autour de soi, peut ressembler à une punition. Et je pense que la méditation, des fois, est difficile, parce que beaucoup de gens se sont fait dire « tais-toi » quand ils étaient enfants, quand ils étaient petits, « tais-toi, va t'asseoir dans le coin, ne fais plus rien », et ainsi de suite. Et je me rappelle de certains élèves qui me disaient « Mon Dieu, la méditation, c'est vraiment... moi, ça me parle pas du tout, parce que j'ai l'impression que c'est complètement dénué de sens, c'est complètement mort, parce que justement, j'ai plutôt envie de sortir, d'aller dehors, d'aller chanter, d'aller danser, et immanquablement, c'est une chose
très très bien, il faut chanter, il faut danser, il faut sortir dehors, il faut apprécier la vie. Mais s'il y a accumulation de mouvements, s'il y a accumulation d'informations au niveau des sens, on perd la finesse des choses et on accumule beaucoup plus des émotions par les sens que de la clarté par les sens. Donc l'activité doit avoir lieu, célébrer la vie, c'est une chose qui est fondamentale, être heureux, danser, chanter, aller dans la nature, se baigner tout nu dans le lac, peu importe, c'est fondamental. Mais il faut qu'il y ait des instants de repos. Parce que le système nerveux est cognitif. Il rassemble de l'information, il l'associe à des éléments du vécu, il en fait des notions émotionnelles, psycho-émotionnelles, il en fait des notions de facteurs de traduction et d'interprétation du ressenti, et on se charge comme un disque dur d'un ordinateur ou d'une tablette qui finit par arriver à saturation. Donc malheureusement, si on n'a pas ces instants de retour à soi, de repos, il y a accumulation et malheureusement fragilité de notre système nerveux. Parce que les choses qui vont remonter vont être des automatismes qui seront créés par des accumulations de comparaisons cognitives entre des événements qui semblent similaires, bien que des fois ils n'ont pas du tout la même valeur, mais ils peuvent sembler similaires par le sujet, et on va avoir des réactions qui malheureusement seront beaucoup plus des constructions mentales et verbales que la finesse de la capacité de voir ce qui est, d'attendre d'une manière détendue pour vraiment discerner quel est le lieu, la situation et ma place dans ce lieu et dans cette situation. Et ce qui est embêtant, c'est que souvent que le lieu devient nous et la situation devient nous et nous devenons le lieu et la situation et on finit par se projeter dans l'événement alors qu'il y a toujours une distance à garder favorable entre l'événement et nous. Donc un événement peut avoir lieu, mais ça ne veut pas dire que on est complètement teinté de cet événement. On a droit à se retirer de l'événement, on a le droit à se dire tiens, je suis aussi autre chose que cet événement. Et en même temps, ce qui est aussi embêtant, c'est que l'événement prend notre teinte. Donc on a l'impression que c'est la faute à l'événement qu'on est comme ça, c'est à cause de l'événement qu'on est comme ça. Donc c'est sûr que l'événement a un rapport vers moi. Comme là, bon, on est en période de confinement dû au Covid-19, donc plus tard, quand vous entendrez cet enregistrement et que ça sera fini, peut-être pour certaines personnes, ça sera loin dans le temps, on s'en sera sorti, mais là j'enregistre cette capsule, on est en confinement, on peut pas sortir autant qu'on veut, c'est le Covid-19 qui est là, toute l'économie est arrêtée, donc c'est sûr que l'événement a un impact sur moi, c'est pas de ma faute, c'est l'événement qui crée cet impact, c'est cet événement qui m'empêche de sortir et qui doit me faire rester chez moi. Mais là où c'est extrêmement important, c'est que j'ai le choix de l'interprétation de cet événement. J'ai le choix de le voir d'une certaine manière très négatif, ça m'enferme, ça m'empêche d'être libre, tout comme j'ai le choix de le voir comme une opportunité au retour à moi, à soi, une opportunité de me reposer pour une fois, on m'empêche de travailler, l'école de yoga est fermée, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est sûr que l'événement va créer un impact, on va dire de l'extérieur vers l'intérieur, mais moi je dois travailler de l'intérieur vers l'extérieur ensuite pour que cet impact soit d'une certaine manière laisse une trace raisonnable, mais en même temps me permette d'évoluer et me permette d'accéder à beaucoup plus de conscience que d'obscurité. Et cet impact, même s'il peut être négatif, devrait m'apporter un peu plus au niveau de mon évolution et un peu plus au niveau de ma réceptivité sur la compréhension de ce que ça crée en moi, de aller en moi pour voir ce que ça déclenche au niveau personnel, et non pas juste l'événement est fautif, mais moi, qu'est-ce que ça déclenche? Est-ce que sans cet événement, j'avais déjà ces traces-là? Sans cet événement, j'avais déjà en profondeur ces teintes? Et de réaliser que l'événement les fait ressortir, amplifier. Donc, dans certains cas, ça fait ressortir d'une manière amplifiée des choses très positives. Je connais des gens qui me disent « Oh, j'ai jamais eu autant de temps, je suis tellement content ». Donc, ça veut dire qu'ils avaient déjà en eux cette capacité de voir que prendre du temps, c'est bien, ils en ont besoin, il faut qu'ils le prennent, et la capacité, la qualité de voir que prendre du temps, pour eux, c'était positif et non pas quelque chose de négatif. Pour d'autres personnes, non, ça fait ressortir des peurs qui étaient déjà là, peut-être des peurs d'être abandonnés, d'être rejetés, des peurs d'être enfermés, des peurs de perdre leur liberté fondamentale, et du coup, l'événement apportant ce genre de qualité se retrouve face à leur teinte qui était préexistante, parce que, comme disait mon maître qui m'enseignait au Népal, Sannyasin Vishnu Swarup, il disait « si la teinte n'est pas là, la réaction ne peut pas être là ». Donc l'événement vécu par un enfant qui a très peu de teinte est vécu différemment par un adulte qui est surteinté. Et c'est là où beaucoup plus de choses vont ressortir chez les parents que chez les enfants, bien que souvent chez les enfants il va y avoir un stress peut-être qui est vécu, mais souvent c'est l'environnement qui a été fait à la maison ou certaines expériences en dehors qui ont été faites, qui ont créé ce stress, mais qui étaient préexistants. Et il faut se tourner vers Patanjali.
vers le premier chapitre des Yoga Sutras pour trouver dans le premier chapitre ce qu'il explique comme étant les vrittis, les fluctuations du mental. Et de là, on comprend l'essence de méditer. Méditer, c'est voir avec justesse ces fluctuations du mental. C'est pas tant de s'en défaire, parce qu'il faut qu'elles restent un petit peu. C'est comme on a besoin d'un peu de bactéries, on a besoin d'un peu de certaines choses dans la nature pour équilibrer entre le toxique et le non toxique et créer l'équilibre et créer la justification de certains états qui sont constamment changeants. Et c'est de découvrir l'éphémérité de notre mental et de nos émotions. Si on vit une émotion, on doit se rendre compte rapidement qu'elle est éphémère, c'est-à-dire qu'elle est changeante. Elle nous rend peut-être fâchés dans un instant, mais peut-être une heure plus tard, elle s'est relâchée, puis on s'aperçoit que c'est peut-être pas le chemin à prendre et on devient heureux. Donc le facteur émotionnel est déjà comme un train qui passe. C'est une locomotive, le soi qui tire les wagons, et les wagons sont immanquablement entraînés par la locomotive, et je dirais même c'est une expérience fragmentée, une émotion, parce qu'elle est fragmentée suivant un stimuli, suivant ce que je peux entendre, ce que je peux voir, et l'émotion est remontée. Mais si j'entends pas, si je vois pas cet élément déclencheur, l'émotion est inexistante à ma conscience, mais elle est existante à mon inconscient. Et c'est là où, lorsque le stimuli arrive, la chose extérieure qui me le rappelle, que l'inconscient devient conscient et que la conscience devient l'ego et que l'ego devient peut-être la frustration ou peut-être la joie ou peut-être la libération ou peut-être malheureusement l'enfermement à l'intérieur de soi. Donc Patanjali a défini ce processus à travers les 4 premiers sutras du premier chapitre qui sont Hatha Yoga Anushasanam. Voici maintenant l'enseignement du yoga. Donc on pourrait très bien dire pour cette capsule, voici maintenant l'enseignement de la méditation. Puisque yoga c'est aussi méditation et méditation c'est aussi yoga. Yoga par définition, qui vient de yug, veut dire atteler deux choses ensemble. Donc c'est atteler l'esprit avec le corps, c'est atteler la conscience avec les sensations, c'est mettre l'ego en contact avec l'âme et c'est de mettre tout ça en contact avec la matière au niveau de notre vie d'humain et de notre vie d'être cognitif. Le deuxième sutra, 1.2, c'est Yoga Chitta Vritti Nirodha. Le yoga consiste à bloquer les fluctuations du mental. Et Nirodha a vraiment une notion très précise. Nirodha veut dire bloquer, mais les yogis sont très forts à avoir aucun problème à bloquer quelque chose parce que pour eux, ce n'est pas refouler. C'est interrompre un processus. Et interrompre ne veut pas dire que j'ai pas conscience du sujet qui a déclenché ce processus. Ça veut dire que j'ai pas conscience du problème sur lequel je suis. Ça veut dire que je vais interrompre parce que si ce processus et ce problème prend toute la place, je prends la forme du processus et du problème et malheureusement, je perds l'état de témoin, donc de discernement, et je suis complètement recouvert et j'en prends la forme. J'en prends la forme par, on le voit, les grimaces, l'attitude physique, le langage, le verbe qui se déforme, et ainsi de suite. J'en prends complètement la forme. Donc eux, ils vont dire, avant que je sois déformé, en fait, par ces fluctuations du mental, je devrais les bloquer. Je le répète, bloquer, c'est comme mettre une digue, c'est envoyer le courant dans un autre sens. C'est pas ignorer. Mais en yoga traditionnel, les yogis, eux, quand ils disent bloquer, c'est aussi interrompre. Vraiment interrompre la digue peut être aussi lorsque j'arrête l'eau de passer et je gonfle un peu le lac, mais ça va pas noyer tout ce que j'ai cultivé toute ma vie, ça va pas noyer tous mes apprentissages qui sont de l'autre côté. Peut-être je laisse filtrer un peu d'eau pour que ça aille abeuvrer, voulant dire on a besoin d'y mettre une réflexion, on a besoin d'y mettre une certaine forme de temporalité, de compréhension, parce qu'on ne peut pas ignorer ce qu'on vit, il faut s'y atteler fermement pour voir les effets qui nous font évoluer vers la compréhension de qui on est, à l'âge qu'on a et par rapport à ce qu'on a vécu, et non pas les soumettre à les bloquer, voulant dire les renier, ce qui nous empêcherait de grandir et nous garderait malheureusement végétatifs à un certain moment de notre vie, à un certain âge. Hein, j'ai 51 ans, imaginez je bloque tellement, je continue à vivre comme si j'en avais 42. Parce que j'ai pas débloqué, donc j'ai pas laissé agir, donc j'ai pas pu comprendre, j'ai pas pu voir, j'ai pas pu vivre ces phénomènes-là. Mais c'est important, lui il le dit, il faut pas prendre la forme du phénomène. Donc il faut arriver à interrompre son développement comme une maladie, comme un virus, parce qu'autrement, c'est eux qui prennent la place, c'est lui qui prend toute ma forme. Et c'est pour ça qu'après il dit Tadat drashtus varupe avastanam, ceci me permettra de découvrir la véritable nature de mon être et de mon âme. Hein, c'est-à-dire que ma véritable nature, c'est l'état d'observateur. C'est l'observation d'un phénomène tout en étant réceptif à ce phénomène. Donc j'admets qu'il peut m'atteindre, j'admets qu'il peut me faire souffrir, j'admets qu'il va créer une réaction en moi, donc une interprétation, mais en même temps une teinte, mais je sais que ceci n'est pas moi. C'est l'instant dans lequel je suis en train de vivre la chose, mais c'est pas ma véritable nature.
Ma véritable nature n'est pas parce qu'il pleut la pluie, bien que je reçois la pluie sur la tête, bien que mes vêtements soient mouillés. Ma véritable nature n'est pas la pluie. Bien que je dois me sécher lorsque je rentre à la maison, ma véritable nature est ce qui se passe lorsque je me déshabille, je fais sécher les vêtements, je suis toujours là, j'ai toujours le même corps, j'ai toujours la même personne, ça n'a pas été dilué par la pluie, ça n'a pas été défait par la pluie. Donc recevoir ces informations, c'est un peu comme de la pluie, donc il faut la laisser couler, mais il faut admettre qu'on est mouillé quand même, il faut admettre que ça nous a touché. Mais il faut aussi que ça passe, il faut aussi que ça puisse aller tranquillement. Donc retrouver sa véritable nature, c'est l'état d'observation. Et ça, c'est une des premières définitions de l'acte de méditer. Yoga chitta vritti nirodha tadra drashtu svarupe avastanam. La véritable nature du yoga, ou même de la méditation, est de mettre un terme aux sollicitations du mental, donc de les bloquer, ce qui veut dire que même je peux volontairement, si j'y suis d'accord, me désintéresser de ces fluctuations sans les ignorer. Tadra drashtu svarupe avastanam, de là je vois ma véritable nature. Et la beauté de ces premiers sutras, c'est qu'ensuite il va dire vritti sarupyam itaratra, 1.4, vritti sarupyam itaratra, au cas contraire, mon âme prend la forme de mon mental, ou mon mental prend la forme de mes fluctuations de mon mental. Donc, je prends la forme des fluctuations de mon mental, mon âme prend la forme des fluctuations de mon mental, et ça c'est embêtant, parce que si je prends la forme des fluctuations de mon mental, c'est pratiquement trop tard. C'est jamais trop tard, mais dans l'instant, je perds référence de qui je suis, de là où je suis, je perds complètement référence du temps et je suis complètement habité juste par les fluctuations de mon mental. Donc je suis déformé de ça, mais reformé par ça et immanquablement je perds ma notion de moi, de mon être et de mon âme. Donc je perds mes racines et mes valeurs profondes. Donc extrêmement attention. Donc lui il va dire à la base il y en a 5 fluctuations du mental, bien sûr qui sont ensuite ramifiées, mais les plus importantes sont la connaissance juste, pramana. Ensuite la connaissance erronée, viparyaya. Ensuite, l'imagination, vikalpa. Étonnamment, il va mettre le sommeil, nidra, à l'intérieur. Et la mémoire, smriti. Donc, connaissance juste, pramana. Connaissance erronée, viparyaya. Imagination, vikalpa. Sommeil, nidra. Et mémoire, smriti. Pourquoi connaissance juste? Vous verrez que c'est pas juste dans le sens de juste. C'est dans le sens de ce qui m'arrive dans cet instant, c'est peut-être juste à cet instant-là, mais c'est peut-être faux plus tard. Mais la connaissance juste, par définition, est tout ce qui a un rapport avec mon ressenti, donc mes sens, et qui a un rapport à l'expérience que je fais moi-même d'une situation dans laquelle je suis impliqué. Bien sûr, on le dit, le corps dit toujours la vérité et déclenche toujours un phénomène de reconnaissance de ce que je suis en train de vivre, mais je peux être aussi dans une période difficile de ma vie et ce que je ressens n'est pas la vérité de ce que je devrais ressentir. Je ressens peut-être l'état dépressif, je ressens peut-être l'état de panique, je ressens peut-être l'état d'illusion ou l'état d'une fausse euphorie, et je pense que c'est une vérité fondamentale. Mais ça reste une connaissance juste, même si c'est dans l'erreur, parce qu'elle est en justesse de mon vécu. Ça participe à ce que je vais en comprendre plus tard. Ça m'est pas dit par quelqu'un, ça m'est pas fait vivre par le témoignage d'une autre personne. Même si c'est une chose négative, c'est toujours moi qui la vis. Donc, elle devient nécessaire à mon apprentissage plus tard, dans la volonté de la reconnaître. Au cas contraire, la connaissance erronée, c'est l'incapacité de reconnaître par soi-même quelque chose, car ne l'ayant pas vécu, mais faisant toujours référence au vécu d'un autre. Bien sûr, on peut être inspiré par une personne, ce qui nous apporte à avoir un peu plus de conscience sur notre vie, mais il faudra quand même qu'on en fasse l'expérience. Le Bouddha disait, ne prenez jamais pour acquis ce que je vous dis, ce que je vous enseigne, mais faites-en d'abord l'expérience avant de pouvoir le prendre comme enseignement. Et c'est sûr que la connaissance erronée est loin de ce que je ressens. Elle est très loin, je le répète, ça n'a pas un rapport avec mes sens, bien que dans la connaissance juste, c'est très discutable, parce qu'au moment où je le sens, ça peut dire que je le sens de la bonne manière, mais en même temps, ça créera un impact sur ma vie qui me permettra d'évoluer si j'en vois la justesse ensuite, que ce soit dans l'erreur ou que ce soit dans justement la non-erreur. La connaissance erronée, c'est toujours être pris par ce qui a été vécu par certaines personnes ou qui nous est ramené par les informations à la télé, les news comme on dit, sur lesquelles on n'a pas d'aptitude de pouvoir faire une distinction parce qu'on ne le vit pas, donc on est en projection mentale et malheureusement c'est souvent nos peurs qui ressortent, c'est souvent nos archétypes et c'est souvent notre structure mentale qui prend la place et non pas le corps qui réagit par teinte ou par référence à un vécu personnel ou encore on perdrait l'état intuitif.
L'imagination, vikalpa, c'est la capacité par le verbe de créer des choses, mais aussi d'une certaine manière par la création artistique, mais aussi par le mental. Donc l'imagination, il faut faire extrêmement attention parce que elle est nécessaire pour projeter, pour avoir des projets, pour même raconter des histoires qui n'ont pas lieu sous forme de contes, les légendes, les contes, mais toujours inspirés d'éléments qui ont lieu. Mais on en fait des histoires qui n'existent pas. Donc on peut malheureusement, lorsque l'imagination est trop forte, vivre dans un état dans lequel on est pris en virtuel.